Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois François De Smet. Bonjour. Bonjour. Alors, François De Smet, je reçois aujourd'hui le tête de liste défi à la Chambre, à Bruxelles, et non pas le philosophe, le chroniqueur ou le directeur en partance de chez Myria. Mais faisons connaissance pour le grand public, en tant que futur homme politique, si vous êtes élu. D'abord, d'où venez-vous et où allez-vous, François De Smet? Voilà une bonne question pour un philosophe. Exactement, Monsieur Deleu. Je suis né à Bruxelles où j'ai grandi, très prosaïquement. Je suis un philosophe de formation. J'ai fait une thèse de doctorat à l'ULB sur la souveraineté, donc je suis un philosophe politique. J'ai toujours travaillé sur les droits de l'homme, la laïcité, l'identité, la lutte contre le racisme. Et donc j'ai une carrière d'essayiste. Je fais des bouquins, j'écris des articles, j'ai parfois donné cours. Et d'un autre côté, j'ai eu à côté de ça des jobs à chaque fois peut-être plus terre à terre, de terrain. D'abord déjà dans un cabinet ministériel, certes, et puis dans le terrain associatif, et puis dans le terrain plus institutionnel de droits de l'homme comme Myria. Et en un mot, j'ai toujours mené de front cela, une carrière de philosophe un petit peu essayiste, académique, et une carrière avec un métier où on a les pieds sur terre, où on doit gérer des budgets, où on doit gérer des hommes et des femmes. Et je crois que faire les deux m'a toujours apporté un certain équilibre. Mais vous avez parlé rapidement d'une expérience politique que vous avez eue quand vous étiez au cabinet Asquin, donc c'était un cabinet MR. Quelles leçons vous aviez tirées de ce cabinet-là? Est-ce qu'il y avait déjà une attirance pour la politique ou bien plutôt un dégoût? J'étais tout jeune, j'avais 22 ans, et Hervé Asquin me demande de faire partie de son cabinet. Je le connaissais comme un de mes anciens profs. Je ne cherchais pas spécialement de travail, mais je dis oui. C'est aussi ma première expérience professionnelle, donc c'est particulier. C'est une autre époque. L'actuel défi faisait partie du MR. C'était vraiment un autre monde à tout point de vue. Néanmoins, j'en garde une image. D'abord, c'était vraiment bien. Asquin était une bête de travail. Il faisait des réunions à 7h du matin. Il trouvait ça tout à fait normal. Ça donnait sans doute du drill pour beaucoup de choses après. Je retirais à l'époque du monde politique une image dure, parfois mesquine. Je voyais qu'il s'agissait souvent d'essayer de se faire des coups tordus pour faire avancer des dossiers. Mais je voyais aussi beaucoup d'idéalistes et beaucoup d'idéalisme de la part des gens qui y travaillaient. Et ce pôle entre une grande part de cynisme et une grande part d'idéalisme était quelque part fascinante. Mais je me suis finalement assez plu puisque j'y suis resté les 5 ans à m'occuper de dossiers de droits de l'homme, de citoyenneté et d'égalité des chances. On voit souvent beaucoup de juristes au Parlement, des enseignants aussi. On dit toujours qu'il y a peu d'ouvriers, etc. Il y a peu de philosophes aussi. Richard Miller, c'est un philosophe. Richard Miller, tout à fait. Voilà. Quelle est la position d'un philosophe au Parlement? Ça pourrait être quoi? Il peut rassembler des points de vue, surtout si, par exemple, il vient d'un parti qui est plutôt centriste et qui essaie de prendre le meilleur de la gauche et de la droite. Il peut permettre de rassembler les points de vue sur un sujet divergent, de solutionner des problèmes, de faire le lien entre le terrain et les idées, d'être à l'écoute aussi. Le Parlement, ce n'est pas seulement un endroit où on vient parler, comme le nom l'indique, mais aussi où on vient écouter ce qui se fait. Je voudrais un Parlement, et singulièrement un Parlement fédéral, où, à mon avis, le cœur de notre démocratie bat le plus fort, qui soit davantage ouvert sur la société civile. Vous avez raison, les profils sont parfois stéréotypés, mais qui utilise aussi ces lieux, ces locaux, sa capacité de fabriquer des événements et de réfléchir non seulement au projet de loi d'un gouvernement, mais de pouvoir s'emparer de sujets, qui soit une caisse de résonance beaucoup plus forte de la société. Qu'on fasse venir également plus de citoyens, plus d'associations, qu'on fasse refléter les préoccupations d'institutions comme les ONG, comme UNIA, comme Myria, Il faut s'ouvrir sur le monde, quoi. Oui, et je trouve que cette législature-ci a sincèrement montré des progrès. On a bien senti que c'est au Parlement fédéral singulièrement que les grands débats se tenaient. C'est peut-être parce que, en partie, nous avions un gouvernement particulièrement clivant, c'est vrai, mais on peut penser à Olivier Maguin, mais aussi à Raoul Edbo, à Benoît Hennings. Un certain nombre de parlementaires ont réveillé, ont fait vibrer cette Assemblée pendant 5 ans et ont montré que, peut-être plus que le gouvernement encore, le Parlement va être demain le lieu de la démocratie où les plus grandes décisions pourront se forger. En tout cas, aujourd'hui, c'est le cas avec un gouvernement minoritaire. En plus, le Parlement est très important. Mais vous êtes un spécialiste des migrations, en ayant pendant 5 ans dirigé Myria. Est-ce qu'il y a une troisième voie dans la politique migratoire? Est-ce que c'est ça que vous allez présenter finalement comme programme? Alors, la migration va constituer, c'est vrai, un des axes de la campagne de défi, parce qu'il est temps
Mais il est temps d'avoir une politique migratoire tout court. Nous avons une politique des étrangers en Belgique, nous avons une politique de l'asile. Nous n'avons pas de politique migratoire. Nous n'avons pas de politique qui prenne la migration non pas comme un phénomène désagréable dont il faudrait à tout prix se protéger, mais comme une donnée du monde à laquelle en elle-même, vous ne pouvez sans doute pas changer grand-chose. Ça ne sert à rien de s'imaginer qu'on va tous se barricader derrière des murs. Ça ne sert à rien non plus d'imaginer qu'il suffit d'ouvrir du jour au lendemain toutes les frontières. Ça ne marche pas non plus. Oui, précisément, il y a une troisième voie possible. Il repose d'abord sur le respect absolu des droits fondamentaux. Par exemple, arrêter d'enfermer des familles avec enfants. Arrêter de renvoyer vers des pays où le risque objectif d'être torturé ou maltraité des ressortissants soudanais. Arrêter de trier et de limiter la file dans les demandeurs d'asile. Avoir un certain nombre de principes clairs auxquels on se tient, quel qu'en soit le coût, même si les dossiers migratoires sont difficiles. Et à côté de ça, enfin travailler sur des chantiers positifs. Ouvrir le chantier de la migration économique. Est-ce que vraiment, dans une Europe vieillissante, il n'y a pas des voies qui existent avec un calibrage opéré par un consortium qu'on pourrait constituer autour du bureau du plan, de Myria et de 2-3 autres? Est-ce qu'il n'existe pas une voie pour mesurer de quelle migration économique nous avons besoin, ouvrir davantage de voies sûres et légales, et donc diminuer de facto la migration irrégulière qui arrive ici? Et enfin, trouver une solution pour la migration de transit. On ne peut pas continuer comme ça avec un État qui se désinvestit du problème, qui laisse les citoyens se débrouiller autour de la plateforme citoyenne qui fait par ailleurs un boulot extraordinaire, mais qui ne devrait pas faire ce travail-là, elle le reconnaît elle-même. Donc l'État fédéral devrait s'investir là-dedans et régler le problème des migrants de transit en négociant avec ces migrants de transit, en les convainquant, comme à Calais, de ne pas aller en Angleterre, d'introduire une demande d'asile ici. Et de rester en Europe continentale, finalement. Oui, contre le fait qu'ils ne seraient pas dublinés et contre le fait d'une collaboration contre les trafiquants qui les ont amenés ici. Est-ce que Theo Franken, c'est votre ennemi? C'est la personne à abattre? Non, ce n'est pas un ennemi, c'est un homme politique clivant, avec lequel je suis évidemment très rarement d'accord, qui a des sorties de langage et des sorties politiques très limites, mais auxquelles je reconnais une qualité qui est utile dans le débat actuel. C'est qu'au moins, il n'y a pas d'hypocrisie. Chez Franken, il n'y a pas de différence entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il pense. Et le fait d'avoir quelqu'un qui a réalisé à ce point sa carrière politique sur la question migratoire, d'une manière aussi affichée, carrée, alors que c'était une compétence qu'on n'était jamais vraiment fier d'exercer, qu'on ne mettait jamais en avant. La NVA en a fait un porte-avions électoral. Ils auraient encore sans doute voulu le faire cette fois-ci. Pour l'instant, ça ne marche pas parce que le climat est venu perturber leur plan. On va en parler. Mais c'est un avantage parce que ça force tout le monde à se positionner. OK, quasiment tout le monde côté francophone, sauf peut-être le MR, est d'accord pour dire que la politique migratoire de la NVA et du précédent gouvernement n'est pas la bonne voie, en tout cas qu'elle met en danger les droits fondamentaux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et dès qu'on ouvre le débat sur qu'est-ce qu'on fait réellement, au-delà des slogans et au-delà de la dénonciation... Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Voilà, et il y a du travail à faire, et je pense qu'on va amener une partie de la solution. Alors, parlons de ce climat qui, finalement, efface un peu ce dossier migration de la campagne, pour l'instant, avec des manifestations tous les jeudis. Il y avait encore 5000 jeunes ce matin dans les rues de Bruxelles. Alors, vous connaissez les jeunes, vous avez dirigé Promo Jeunes, qui est une AMO. Vous êtes occupé donc de jeunes. Est-ce que vous les comprenez quand ils manifestent? Vous n'êtes pas si vieux, vous avez à peine plus de 40 ans. Donc, comment vous les voyez, vous? Ah, merci de considérer que je peux encore j'ai dit à peine, être jeune. Oui, j'ai dirigé un service d'aide en milieu ouvert pour jeunes en difficulté. On faisait du raccrochage scolaire, on écoutait leurs difficultés. Alors, je sais qu'il y a des critiques d'ailleurs que j'ai entendues sur le fait que ces jeunes ne seraient pas représentatifs de tous les jeunes, qui sont peut-être un peu bien blancs, bien bobos, qui ne viennent pas des quartiers. Bon, peu importe, ils portent un témoignage extrêmement fort. Qu'est-ce que vous voulez répondre à des jeunes qui vous disent « mais bande d'égoïstes, vous avez saccagé le climat, vous n'en avez jamais fait une priorité politique majeure, et donc nous allons payer les pots cassés ». Ils ont raison. On pourrait d'ailleurs étendre le dossier climat au dossier budgétaire, au dossier de la dette, au dossier des pensions. On a un problème quand même en démocratie à penser à la prochaine génération et non pas à la prochaine élection. Alors, c'est pas pour ça que les solutions sont simples, elles ne le sont pas. Tous les partis sont obligés maintenant de faire de l'écologie. Ce ne sera plus de l'apanage d'écolos, même s'il faut leur laisser le crédit d'avoir eu raison sur ce dossier-là depuis longtemps. Donc la question n'est plus, oui, il faut sauver la planète, c'est comment on le fait sans casser la machine économique, sans casser une éventuelle croissance, et comment on le fait en faisant un business
Alors, nous aurons des solutions à apporter là-dessus. Il y a une voie là aussi possible. Et en tout cas, il faut que ces jeunes continuent à se mobiliser jusqu'à ce que le politique ait maintenu cette préoccupation en haut de l'agenda et les concilier avec les autres. Alors, vous avez choisi défi. Alors, pourquoi? Je vous propose 3 raisons pour ce choix. Quel est celui qui correspond le plus à votre état d'esprit? Le premier, c'est le choix de la raison. Le deuxième, c'est le choix de la passion. Et le troisième, c'est le choix par défaut. A et B. A et B. À la fois la raison et la passion, ça va ensemble, ça, la raison et la passion? Oui, parce que les dernières recherches en neurosciences vous montreront qu'en fait, c'est pas aussi scindé qu'on ne croit, et que quand on croit qu'on est passionné, en fait, on réfléchit tout de même, et vice-versa. C'est un parti que je trouve courageux, non seulement parce qu'il s'est déscotché du MR alors que c'était électoralement pas évident, mais ils ont fait le mouvement d'un seul homme sur une question de valeur. Ils ont les droits humains chevillés au corps. Nous ne sommes radicaux finalement que sur ça. Alors on le voit parfois. Vous avez déjà votre carte de chez Défi? Je suis en train de la prendre. Je n'ai pas encore eu le temps matériel de le faire, mais je ne vais pas être une sorte de candidat à ouverture gadget. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout et loyalement. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais leur appétence sur les droits humains, on n'en voit parfois qu'une facette qui est la défense des francophones de la périphérie contre les tracasseries administratives diverses et variées. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a l'attitude qu'ils ont pris dans le dossier des Soudanais. Sur les questions migratoires, c'est surtout, j'avoue, par ce biais-là que j'ai commencé à m'intéresser à leur plus-value. Il y a le fait que c'est l'un des rares partis qui n'a pas peur du mot laïcité et de ce qu'il représente, c'est-à-dire pas seulement l'idée d'inscrire des mots dans une constitution, mais aussi de se battre lorsque des projets ou des propositions de loi arrivent. Je pense à la tentative de dépénalisation de l'avortement, et qu'il faut prendre position. Et donc, ce côté parti modeste, centriste, intransigeant sur la question des droits humains, mais tentant la synthèse sur le reste, et libéraux sociaux, c'est-à-dire consistant à penser que non, le libéralisme n'est pas naturellement social, c'est pas vrai. C'est une formidable idée, le libéralisme. Il faut aider les entreprises, il faut aider tous les gens qui veulent créer, mais si ça ne sert pas quelque part à faire en sorte que la précarité soit combattue, qu'il y ait moins de gens en rue et que tout ça n'irrigue pas l'intérêt général, ça ne sert à rien. Merci en tout cas François de Smet d'être venu nous expliquer tout ça. Demain, Stéphanie Meyer présentera l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.